Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de vigilance climatique. Alors, quand nous parlons du périmètre du devoir de vigilance, donc nous retrouvons les enjeux droits humains, dont nous avons déjà beaucoup parlé dans ce podcast, mais il y a aussi les enjeux plus environnementaux qui sont couverts par la loi française et par la future directive, comme les questions plutôt liées à l'eau, pollution, à la biodiversité. Et se pose aussi l'enjeu plus global du climat, des stratégies climatiques des entreprises et des mesures qu'elles mettent en place, notamment pour réduire les émissions. Et une des questions actuelles est de savoir si le climat en tant que tel doit être inclus dans cette obligation de vigilance générale des entreprises. C'est une question qui a été posée à l'occasion d'un des contentieux contre Total Energy au titre du devoir de vigilance français, mais dont nous n'avons pas la réponse parce qu'il y a eu en juillet une décision d'irrecevabilité sur d'autres fondements. Mais c'est aussi un des enjeux autour du contenu de la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Alors, pour comprendre ces enjeux donc, liés à ces questions de la vigilance climatique, je suis ravie d'accueillir Brice Lagnan et Paul Moujol, donc tous les deux juristes de l'association Notre Affaire à tous. Donc, Notre Affaire à tous qui est à l'origine d'un certain nombre de contentieux en France contre l'État et contre les entreprises, et qui évalue les pratiques des entreprises et qui soutient, mais je ne pense pas que ce soit une surprise, cette inclusion du climat dans l'obligation de vigilance. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors peut-être vous pouvez déjà vous présenter plus en détail. Brice, on va commencer par toi. Alors Brice Lagnan, je suis juriste chez Notre Affaire à tous et docteur en droit public. Et je m'occupe donc de la conception avec d'autres de contentieux du coup stratégique pour Notre Affaire à tous et également de tout ce qui est rendez-vous de plaidoyer avec les décideurs. Merci Paul. Paul Moujol, donc je fais partie de l'association depuis 2017, donc depuis presque sa création. Je suis aussi doctorant en droit de la vigilance climatique, donc ça tombe bien. Merci. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Notre Affaire à tous, peut-être son historique, ses moyens d'action, son rôle aujourd'hui ? Oui, alors Notre Affaire à tous a été créée en 2015, une période assez charnière, au moment où l'accord de Paris a été adopté par la communauté internationale, mais aussi où il y a eu la première victoire en justice climatique, donc le contentieux Urgenda aux Pays-Bas, et l'État des Pays-Bas en fait a été condamné par une association. Et on l'a obligé, si vous voulez, à revoir sa politique climatique à la hausse. Donc, le résultat principal de ce contentieux, pour entrer un peu dans les détails, c'est que à la place de faire 13% de réduction en 2020, le juge a obligé l'État à faire 25% par rapport à 1990. Donc, c'est vraiment un contentieux qui a marqué les esprits. Et l'objectif de Notre Affaire à tous, c'était de rendre l'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5, contraignant en France, et en particulier en important les contentieux climatiques, cette vague de justice climatique qui s'est déjà produite à l'époque à l'étranger, notamment par cette première victoire aux Pays-Bas. Et donc déjà à l'origine contre les entreprises, ou c'était plutôt quand même par rapport aux actions de l'État que vous vouliez agir ? Alors c'était les deux. Il y avait Marie Toussaint qui a vraiment fondé et présidé dans un premier temps l'association, avait défini 5 objectifs. C'était de faire notamment un contentieux contre l'État, à savoir l'affaire du siècle, qui a du coup abouti en 2018, et un contentieux contre une grande entreprise multinationale. L'objectif, c'était plus
plus largement de réglementer les entreprises multinationales en matière climatique et environnementale. Et également, par exemple, avec une vision un peu plus prospective, par exemple, travailler sur la notion d'écocide, légiférer là-dessus, etc. Et donc en 2017, la loi sur le devoir de vigilance arrive. Donc là, on va essayer de se centrer sur cette obligation de vigilance, parce qu'évidemment, il y a d'autres fondements que les juristes peuvent utiliser. Donc par rapport au devoir de vigilance, vous, alors aussi bien notre affaire à tous, mais peut-être plus largement la société civile, quel est selon vous le rôle des ONG, de la société civile dans ce devoir de vigilance par rapport aux entreprises? Quels sont vos moyens d'action finalement pour challenger les entreprises, faire avancer vos causes? Je dirais que notre première mission, c'est de traduire juridiquement ce qui est inacceptable socialement. Et pour prendre un exemple très concret, par exemple, tout ce qui va être lié, par exemple, à l'expansion des énergies fossiles, aujourd'hui fait l'objet d'un certain nombre d'oppositions d'institutionnels type Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, mais également du directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Notre travail aussi, ça va être de traduire encore une fois en droit ce que la science dit. Parce qu'effectivement, lorsqu'on se rapporte au rapport du GIEC, ils sont descriptifs ou prospectifs, mais ils ne font pas de choix. Et c'est à nous de faire un choix par rapport à la société qu'on souhaite. Et donc, ça va être notre travail d'utiliser une notion juridique, du coup celle de vigilance, qui va être le réceptacle pour transformer ce qui nous apparaît donc socialement et scientifiquement inacceptable en règles de droit contraignantes. Je peux compléter rapidement là-dessus. Alors aujourd'hui, en 2023, moment où les premières décisions sur la recevabilité en matière de devoir de vigilance des multinationales sont rendues, la plupart, enfin toutes en fait, ont été déclarées irrecevables, les actions, parce que les associations requérantes notamment n'ont pas produit des mises en demeure qui sont assez semblables à l'assignation, qu'il y avait des différences trop importantes, mais surtout en fait, aux yeux des juges, il y avait un manque de dialogue avec les entreprises. Je souhaiterais du coup déjà à ce stade en parler d'une certaine façon, parce que la raison d'être de l'association, c'était d'importer en fait et de faire directement des contentieux climatiques, parce qu'à nos yeux c'était déjà possible et légitime et justifié, étant précisé que toute la société reconnaît qu'il y a un problème avec le climat, qu'il y a une réelle déréglementation climatique qui est en train de se produire, que le manque d'ambition et le manque d'action est largement acté dans le débat public, est reconnu par la communauté internationale, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, etc., y compris par la science. Et donc, selon nous, il y a déjà, si vous voulez, un certain standard minimum qui doit être atteint par les entreprises, mais aussi par les acteurs publics, pour se conformer, si vous voulez, à cette notion assez vague et protéiforme de devoir de vigilance. Je tiens à dire que si la loi française sur le devoir de vigilance nous est tant enviée à l'étranger, c'est parce qu'elle ouvre la porte à une redéfinition de la finalité de l'entreprise. Elle fait ce que la loi Pacte en 2019 a tenté de faire un peu mollement, mais ici il ne s'agit pas d'attendre que l'entreprise veuille bien se doter d'une raison d'être ou d'une mission, mais bien de lui imposer de participer à un certain nombre d'enjeux de société et de rediriger une partie de ses bénéfices vers des questions extra-financières. Et pour le dire autrement, cette loi, elle permet aux parties prenantes et aux communautés affectées de contester dans les tribunaux la politique globale d'un groupe chaque fois que les activités de celui-ci créent des risques sérieux pour les droits humains et l'environnement. Les parties prenantes participent à la discussion de la stratégie globale pour s'assurer que l'entreprise limitera son impact sur l'environnement et les droits humains. C'est en cela, me semble-t-il, que cette loi-là est vraiment révolutionnaire. Et donc, il y a les contentieux. Je ne sais pas si vous voulez peut-être faire Brice, tu peux peut-être faire un panorama des différents contentieux sur le climat, je veux dire, en lien avec le climat. Ouais. Alors, en matière de devoir de vigilance, tu as du coup plusieurs actions. Je vois deux grands types d'actions en matière climatique. Tu as d'abord effectivement tout ce qu'on appelle les recours stratégiques.
donc qui ont une vocation qui dépasse simplement le simple cas d'espèce et qui visent généralement la politique ou stratégie globale du groupe. Par exemple, le recours qui oppose Total à un ensemble d'ONG et de villes fait partie de ce type. De collectivité. Effectivement, de collectivité fait partie de ce type de recours. Tu as également des recours qui visent des projets plus spécifiques, notamment l'affaire Tilanga ICOP, qui était vraiment au regard d'un projet spécifique, qui était mené du coup par une filiale du groupe Total Energy. Et c'est tout, il me semble, en matière climatique. C'est les deux types de... BNP ? Alors, BNP fait partie des recours stratégiques. Tu as 2 recours actuellement qui ont été lancés. Le premier qui vise, là encore une fois, la politique générale de BNP, où ce qu'on demande à la banque, c'est d'avoir une politique de désengagement des énergies fossiles, ce qui passe par arrêter le financement direct des projets fossiles, mais surtout, puisque c'est là où va l'essentiel des flux financiers, d'arrêter de financer les entreprises qui développent de nouveaux projets fossiles. Et pour l'instant, effectivement, l'entreprise a fait l'objet d'une mise en demeure puis d'une assignation. Et c'est intéressant de voir qu'entre la mise en demeure et l'assignation, un nouvel engagement a été pris par la banque, qui était celui d'arrêter de financer directement du coup ces projets, donc des financements qui sont fléchés. Mais lorsqu'on regarde en termes de proportion, ces financements-là sont extrêmement faibles. En réalité, l'essentiel de l'argent, il va à des banques, et donc ils ne sont pas fléchés. Il va à des entreprises qui développent de nouveaux projets et ils ne sont pas fléchés. Donc en fait, pour dire les choses très simplement, la banque va prêter de l'argent à une entreprise qui est spécialisée dans le pétrole et le gaz, mais sans affecter spécifiquement l'argent. C'est elle qui va faire ce qu'elle veut ensuite avec l'argent. Et donc, c'est ça vraiment le nerf de la guerre. Et il y a un autre recours BNP qui est différent, où là, ce qui est attaqué, c'est encore une fois la politique de la banque en matière de lutte contre la déforestation, et plus spécifiquement les activités d'une de ses filiales au Brésil, qui continue de financer et d'investir dans une entreprise appelée Marfrig, qui donc est une entreprise qui transforme la viande, qui fabrique la viande, et qui s'approvisionne auprès de fermes qui pratiquent donc l'esclavage moderne et la déforestation. Alors juste un tout petit point aussi pour compléter Brice sur la question de la typologie des différents recours en matière de vigilance. À l'heure actuelle, en France, on a beaucoup de recours préventifs, mais il y a également, bien entendu, la possibilité de faire des recours indemnitaires. C'est prévu par la loi sur le devoir de vigilance, et à nos yeux, c'est également possible en matière climatique. Donc, bien entendu, les entreprises doivent tout faire pour s'aligner avec l'accord de Paris, du coup mettre en place ces mesures de prévention, mais si elles ne respectent pas ce devoir général de vigilance, elles peuvent être aussi, à nos yeux, être condamnées à des dommages à intérêts, ou en tout cas, à nos yeux, toutes les entreprises qui ont un impact sur le système climatique doivent contribuer à la réparation des dommages. À l'heure actuelle, il y a un fonds d'indemnisation qui est en cours de discussion à la COP, à l'échelle internationale. À nos yeux, des entreprises comme Total et d'autres doivent y contribuer. Donc on a les contentieux, c'est une de vos moyens d'action, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez été, si j'ai bien compris, créé, mais vous avez aussi des actions de plaidoyer, et je pense, et peut-être de dialogue avec les entreprises. Et je pense en particulier à votre benchmark, donc sur la vigilance climatique, donc c'est la 3e version ? 4e édition. 4e édition, qui est donc sortie en juillet et qui vise à, d'après les plans de vigilance, les démarches de vigilance publiées par les entreprises, à noter ces entreprises sur la qualité de leur stratégie climatique finalement. Donc peut-être vous pouvez nous expliquer un peu plus ce benchmark, pourquoi un benchmark et la méthodologie et les grands résultats ? On peut faire ça, bien entendu. Ça tombe bien. Alors, le benchmark, la première fois qu'on l'a fait, c'était quelque temps après le lancement du premier recours contre une multinationale, à savoir Total. Le recours Total Vigilance Climatique, comme on l'appelle maintenant, pour le différencier des autres.
Et c'était principalement pour savoir ce que les autres entreprises font déjà. Donc c'était pour avoir des informations en interne, mais également à soumettre aux juges dans ce contentieux, pour savoir si par exemple il y a des meilleures pratiques ou des moins bonnes, mais bien entendu aussi pour répandre la bonne parole, pour émettre des recommandations aux entreprises et pour systématiser en fait nos demandes, parce que c'est en matière de vigilance climatique ou d'atténuation du réchauffement climatique. Donc en ce qui concerne les réductions de gaz à effet de serre, bien entendu Total n'est pas la seule entreprise qui est problématique ou qui émet des gaz à effet de serre. Il y en a bien d'autres, tout le monde émet des gaz à effet de serre. Mais selon nous, principalement les très grandes entreprises qui ont un impact systémique sur cette question sont particulièrement concernées. Et c'est pour ça qu'on a fait ce benchmark. Donc ça suit, si vous voulez, l'esprit des autres benchmarks qui sont régulièrement faits en business and human rights et qui permettent du coup d'établir un classement des entreprises en France. Et aussi, du coup, différentes demandes, ainsi qu'une méthode. Et je dirais que le benchmark, aujourd'hui, effectivement, c'est un des outils classiques utilisés les ONG, qui suit différentes fonctions. On peut chercher à engager l'entreprise, en espérant d'elle qu'elle fasse des progrès. Mais c'est aussi aujourd'hui devenu un instrument qui permet d'identifier les cibles potentielles de recours. Et par exemple, Milieu Defensie aux Pays-Bas se sert également de l'outil du benchmark pour identifier les potentielles cibles de recours climatique et donc faire peser un risque juridique sur l'ensemble des entreprises qui ont leur siège social aux Pays-Bas pour les obliger effectivement à être proactives et à faire des progrès en évitant donc ce... D'accord, vous le voyez aussi comme un moyen d'engagement avec les entreprises, donc à partir de cette publicité, et en l'occurrence mauvaise publicité pour certaines, on va dire, enfin mauvaise dans les résultats, je veux dire, vous voulez faire pression sur les entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques en voulant moins s'exposer. Il y a plusieurs objectifs, effectivement, avec ce benchmark. Il y en a vraiment énormément. Mais un de ces objectifs, c'est faire ce qu'on appelle le name and shaming, en établissant ce fameux classement, le rendant public, en envoyant des courriers d'interpellation aux entreprises. Donc ça permet, dans un monde idéal, de tirer les entreprises vers le haut. Et si ça marche pas, quand on constate, en particulier maintenant ça fait 4 ans qu'on le fait, qu'il y a des manquements qui persistent, de viser ces entreprises de manière un peu plus spécifiquement, voire réfléchir à un contentieux, ou voire même en faire un, comme ce qu'on a fait avec la BNP par exemple. Et donc vous utilisez votre propre méthodologie, évidemment basée sur vous pouvez le développer sur des critères scientifiques, mais ça reste votre propre méthodologie d'évaluation des plans de vigilance publiés, et vous ne faites que par rapport à la communication des entreprises. C'est un parti pris, je pense. C'est un parti pris. Alors déjà, effectivement, ce sont nos critères, mais ce sont des critères qui convergent assez avec d'autres benchmarks qui sont réalisés du même type et qui évaluent ce qu'on appelle les plans de transition des entreprises. Donc il y a quand même une forme de consensus qui existe d'un point de vue méthodologique dans lequel on s'inscrit. Voilà, donc pour compléter Brice, le consensus méthodologique auquel il fait référence, ou scientifique, c'est vraiment là-dessus sur quoi nos critères se basent, si vous voulez. À savoir en fait l'obligation du devoir de vigilance oblige les entreprises à publier un plan de vigilance annuellement. Et donc c'est principalement là-dessus que notre analyse s'appuie. Et les entreprises sont donc obligées d'identifier et de prévenir les risques. Et voilà, ça c'est nos 2 critères principaux, savoir si les entreprises ont bien identifié les risques en matière climatique. Là, les critères, pour entrer un peu plus dans les détails, on attend des entreprises qu'elles publient pleinement, soient parfaitement transparentes au niveau de leur empreinte carbone. Donc, il faut qu'elles publient leur scope 1, 2 et 3 des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il faut qu'elles reconnaissent les risques qu'elles font peser sur les droits humains et l'environnement, en
par exemple en citant les résultats principaux des rapports du GIEC qui définissent assez clairement que si on dépasse la température mondiale de 1,5 degré, le réchauffement climatique va être extrêmement dangereux pour l'environnement et les droits humains. Ensuite, ce qu'on attend, c'est une stratégie générale de lutte contre le changement climatique, donc des mesures de prévention qui sont adéquates. Pour être un peu plus précis, ce qu'on attend, c'est un objectif 1,5 degré, ainsi que des mesures très concrètes qui permettent de réaliser cet objectif général. Et en agrégeant du coup ces différentes informations dans les fiches d'entreprise qu'on publie dans notre benchmark, on en découle une note qu'on attribue à chaque entreprise qui permet du coup d'évaluer la transparence et la performance des entreprises. Et donc là, c'est plutôt, ça vise les entreprises françaises. Il y a un enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, autour de la directive européenne sur le devoir de vigilance, donc sur cette question dite de la vigilance climatique. Donc j'imagine que c'est un de vos combats, si je puis dire, actuellement. Bah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le benchmark est extrêmement prospectif, parce que lorsque tu regardes la loi française sur le devoir de vigilance, elle est formulée de manière extrêmement générale. Certains iront même jusqu'à dire qu'elle est trop vague. Flou. Et le benchmark t'apporte du coup des critères pour définir ce qu'est vraiment la vigilance climatique et ce qui est attendu précisément des entreprises. Et en cela, c'est un travail qui est du coup précurseur de cet article 15 qui figure donc dans la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises, qui aujourd'hui impose aux entreprises d'adopter ce qu'on appelle un plan de transition, et peut-être même demain, on ne sait pas, donc les discussions ont actuellement lieu, de mettre en œuvre ce plan. Et donc pour définir très simplement un plan de transition, c'est donc un document pluriannuel dans lequel une entreprise va s'engager à travers des objectifs chiffrés en valeur absolue et relative à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur des objectifs courts, moyens et long terme. Et un plan dans lequel elle va intégrer également un plan d'action dans lequel elle va définir donc les différents leviers qu'elle va utiliser pour réduire ses émissions et décarboner son activité. Voilà, Brice l'a parfaitement présenté. Je pense que d'une certaine façon, on a été précurseur et que notre affaire à tous, Milieu Defensi et du coup les requérants qui ont commencé ces contentieux climatiques ont permis en fait de poser les bases de ce qui est attendu en matière d'atténuation du climat, tant vis-à-vis des entreprises que des acteurs publics. Et donc nos contentieux ont permis de nourrir ce benchmark. Le benchmark qui du coup a un peu systématisé ces critères pour l'ensemble des entreprises a été, selon nous, à nos yeux, assez influent sur cette politique européenne par rapport au devoir de vigilance européen sur le climat, mais aussi sur les informations non financières, étant précisé que la directive sur le reporting non financier aussi a été amendée à l'échelle européenne. Et du coup, cette nouvelle directive CSRD demande déjà, qui a été adoptée définitivement, aujourd'hui aux entreprises d'établir un plan de transition dans lequel elles décrivent comment leur modèle économique devient compatible avec l'accord de Paris et en particulier l'objectif 1,5 degré. Donc, quand bien même il ne s'agit qu'une obligation de communication, il y a des attentes comportementales très fortes derrière et qui, du coup, se recoupent avec celles sur le devoir de vigilance, en particulier en France, et selon nous, du coup, nous renforcent dans nos contentieux en France et ailleurs. Et ce que permettra la directive, a priori, alors il y a quand même une question de savoir si je crois que c'est la position du Parlement, hein, si le climat, la stratégie climatique d'une entreprise devait être rentrée dans les articles liés à l'obligation générale de vigilance. Et derrière, c'est donc le rôle du juge qui peut être mobilisé, la responsabilité civile de l'entreprise. Mais même indépendamment de ça, et si ça n'entre pas, l'article 15, ce que tu décrivais tout à l'heure, le plan de transition climatique, sera suivi et regardé par une future autorité de suivi. Ça, c'est marqué, sauf erreur de ma part, noir sur blanc pour l'instant dans les projets de la directive. Et donc, ça permettra évidemment
d'avoir un autre regard encore plus que l'AMF, si on parle du reporting extra-financier, ou vous, les ONG, sur les stratégies climatiques des entreprises. Bon, on ne sait pas quelle autorité sera choisie ou créée, donc ça laisse beaucoup d'incertitudes, mais effectivement, d'ailleurs c'est quelque chose qui ressortait de la décision Tilanga-ICOP, dans ce long obitaire qui a été du coup rédigé par le juge des référés et qui évoquait le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autorité qui se prononce avant même que la violation ou l'atteinte au droit et à l'environnement se soit produite. Et donc il serait intéressant effectivement qu'il y ait une autorité qui supervise tout ça et puisse évaluer les plans avant même donc qu'ils soient mis en œuvre par l'entreprise. Sur les démarches de prévention, ce que vous faites à travers le benchmark, vous et d'autres ONG aussi en matière de droits humains, c'est aujourd'hui ce rôle est tenu en partie par finalement la société civile. C'est ça. Et ce qui nous semble extrêmement important, c'est que ce rôle de prévention puisse être réalisé tant par cette autorité administrative indépendante que par le juge. Puisque dans la loi sur le devoir de vigilance, le premier article de la loi a bien une fonction préventive. Ce qu'on demande au juge, c'est de donner injonction à l'entreprise de modifier son plan pour le mettre en conformité avec la loi. Oui. Donc ça, on attend quand même les décisions de fond, du coup, puisque j'ai déjà fait un podcast dessus, mais il y a aujourd'hui plus de décisions d'irrecevabilité des juges, et on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le contenu exact de ces démarches de prévention et ce qu'on peut attendre des entreprises. Alors c'est vrai, mais tu as eu une audience hier sur le fond, et je pense que tu en auras bientôt une autre dans un autre dossier, au regard des fins de non-recevoir qui ont été soulevées par les avocats d'une entreprise. Et quand on regarde les choses, effectivement, si tu te remets au début avec le problème sur la juridiction, c'est extrêmement long. Par contre, si tu regardes juste sur l'année et les mois qui s'écoulent, en très peu de temps, tu as un nombre de décisions qui sont tombées. Moi, j'ai fait un colloque, je crois, en début d'année, je crois, au mois de mai, tu avais juste la décision Tilanga-ICOP. Et maintenant, je dois rendre mon papier à la fin de l'année. Et tu as au moins 5 décisions que tu peux commenter, quoi. Donc c'est ça vrai. Évolue quand même assez rapidement. Alors l'audience dont Brice parle, puisqu'on va avoir un décalage d'enregistrement, c'est celle dans l'affaire La Poste, donc portée par Sud PTT, qui donc a eu lieu le 19 septembre, donc une audience sur le fond. Effectivement, et donc la décision sera rendue le 5 décembre, si je ne m'abuse. Et il y a effectivement d'autres audiences qui vont arriver, notamment dans l'affaire Casino, l'affaire EDF, là c'est devant la cour d'appel. Peut-être Rocher, je ne sais pas, enfin, là plutôt sur l'action réparation, mais effectivement, nous attendons des décisions à suivre. On attend des décisions aussi de la cour d'appel en France, on attend des décisions de la cour d'appel aux Pays-Bas dans le contentieux contre Shell, qui aboutit sur une première victoire, il faut bien le rappeler aussi. Et on attend en particulier aussi que cette fameuse directive européenne sur le devoir de vigilance soit adoptée. Et ce qu'on appelle en tout cas de nos vœux, c'est que cette directive clarifie et sécurise juridiquement en tout cas les attentes vis-à-vis des entreprises et qui est du coup un suivi institutionnel qui soit fait non seulement par la société civile qui pourra toujours réagir comme ce qu'on fait actuellement, mais surtout au niveau des institutions parce que le climat est un enjeu majeur, également les droits de l'homme. Et à nos yeux, c'est pas normal d'une certaine façon que ce travail soit à ce stade entièrement dévolu à des associations qui sont pas financées, équipées pour ce genre de projet à la base. Tout ça devait, ce sont des créations de notre part. Il est très important que les pouvoirs publics, que les institutions s'en saisissent. Parfait. Donc nous attendons. Avec un agenda qui s'accélère, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, même d'ici la fin de cette année. Merci beaucoup à vous deux. De rien. Et donc, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un autre podcast.
podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Hirsinger.